Aujourd'hui, on va parler un peu de souscription à l'assurance et notamment et beaucoup même d'expérience client lors de cette souscription et un petit peu de fraude aussi, ou en tout cas de comment déjouer des tentatives de fraude dès la souscription et d'autres et à d'autres moments aussi potentiellement, parce que l'objectif de cette prise de parole, c'est qu'il n'y aura pas d'autres slides que celles qui s'affichent à l'heure actuelle, puisque ce sera plus une discussion. Et donc pour ça, je suis accompagné de Stéphanie. Bonjour. Bonjour, merci, ravi d'être là. Mais c'est moi qui ai le plus de plaisir, je pense. Et Laurent. Bonjour, bonjour. Pour commencer, d'ailleurs, c'était plus vers toi que j'avais me tourner, Stéphanie, parce que il y a un truc que j'ai trouvé un peu rigolo dans ces préparations au démarrage, c'est que tu fais partie de la division de l'excellence client et non pas de l'expérience client, ce qui est finalement un nom de direction assez peu commun entre guillemets. Et j'aurais aimé que tu nous en dises un peu plus de pourquoi l'excellence, qu'est-ce que ça représente chez Aesio, comment ça s'organise un peu tout ça. Très bien. Alors effectivement, je travaille chez Aesio Mutuel. Moi, je suis responsable du département transformation des parcours clients et expérience client omnicanal. Et effectivement, chez Aesio, on a décidé d'aller un cran plus loin. Donc, on n'est pas la direction de l'expérience client. On fait partie d'une DGA, distribution et excellence client. Et donc, on a créé il y a même pas 2 ans cette direction de l'excellence client qui regroupe à la fois des collaborateurs très opérationnels avec tous les collaborateurs de la relation client et puis une partie beaucoup plus fonctionnelle avec là une cinquantaine de collaborateurs qui travaillent sur donc l'excellence client, l'expérience client et qui sont organisés sous la forme de 4 départements. On a un département vraiment orienté sur tout ce qui est voix du client, qui va mesurer les différents indicateurs de satisfaction, qui va écouter les clients, travailler à la récolte de tous les verbatims, les irritants, etc. Ensuite, on a un département qui s'occupe vraiment de tout ce qui est fidélisation, rétention, parce que c'est très important pour nous de retenir nos adhérents, surtout dans cet écosystème très concurrentiel de la complémentaire santé. Ensuite, il y a le département dont je suis responsable, qui va lui s'occuper vraiment de tout ce qui est transformation des parcours clients en transverse et plus spécifiquement aussi de tout ce qui est parcours clients digitaux avec une équipe pluridisciplinaire de chefs de projet qui travaillent à la fois sur des parcours qui vont aller de l'accueil du client en agence jusqu'à la résiliation en 3 clics, par exemple. Et ensuite, donc on a un dernier département qui est la réclamation, qui est très complémentaire avec la relation client. Donc la relation client, on va gérer tout ce qui est, j'allais dire, demande et réclamation de niveau 1. Et lorsqu'on n'a pas réussi à donner satisfaction à notre adhérent, c'est la réclamation niveau 2 qui va prendre le relais pour apporter une solution à nos adhérents et à nos entreprises adhérentes aussi. Aujourd'hui, cette direction, elle travaille à une vision. Donc, on a mis en place une vision client à 3 ans et on travaille autour de 4 axes directeurs. Donc, le pilotage par la data, on l'a bien vu tout à l'heure. La data dans l'assurance, c'est très important. Donc, on essaye de récolter un maximum d'informations, de traiter cette information. Ça va passer effectivement par tout ce qui est baromètre. Ensuite, on a aussi toute une dimension sur le conseiller augmenté. Je pense que beaucoup d'entre vous ont aussi cette dimension en ce moment dans les équipes, notamment côté relations clients, donner la possibilité aux conseillers d'avoir plus de polyvalence, de pouvoir traiter plus de sujets et aussi d'augmenter le conseiller grâce à des outils qui vont lui permettre d'aller plus vite, d'être plus efficace, de mieux répondre aux clients. Ensuite, on a aussi tout ce qui passe par la transformation des parcours. Donc, je vous le disais, on a un département qui s'occupe de ça exclusivement. Donc, on prend vraiment tous les parcours de bout en bout, en partant de la voix du client, de l'étude des irritants, que ce soit les irritants internes, les irritants externes, pour apporter vraiment une solution et un parcours le plus unique, le plus personnalisé et le plus efficace pour nos clients. Et dernier axe, c'est vraiment tout ce qui est aussi la contribution au business de cette direction. On est une direction excellence client, mais
derrière cette excellence client, c'est aussi bien entendu pour avoir plus de business en passant par tout ce qui va être multi-équipement, action de rétention aussi pour conserver nos clients en portefeuille. Ça représente combien de gens tout ça? 350 collaborateurs environ, 300 à la relation client et une cinquantaine sur la partie vraiment excellence client. Il y avait un sujet, et là peut-être que, alors, je vais le faire dans le bon ordre, parce que j'allais enchaîner sur le NPS, mais sans t'avoir présenté avant, donc c'est peut-être pas sympa. Mais Laurent, en tant que... Je l'aurais fait. Oui, il y a quelque chose qui m'a intéressé, moi, notamment de par tes fonctions et ton titre en tant que directeur de l'innovation chez AG2R La Mondiale, mais du coup, quand on est directeur de l'innovation d'une part, et en plus d'autre part, quand on travaille chez AG2R La Mondiale, quels sont finalement, dans ce vecteur d'expérience client, quelles sont les grandes innovations, les grands enjeux auxquels vous répondez? Ouais, alors, juste avant, et pour redonner le contexte et qui va expliquer aussi pourquoi je vais vous dire certaines choses. Donc, je m'occupe d'innovation et de transformation. La transformation, c'est le côté humain de l'innovation, c'est comment on a accompagné les collaborateurs, les équipes dans l'adoption de ces changements, dans du co-design, de la co-création, de l'agilité, etc. L'innovation, donc, va être le volet plutôt technologique et comment on va chercher des choses à l'extérieur pour les amener, des choses innovantes pour les amener dans le groupe. Et puis enfin, donc j'ai la responsabilité aussi du fonds Corporate Venture, et donc je vais vous parler d'investissement dans les startups, sans surprise. Ceci dit, en effet, pour répondre par le haut à cette question, depuis l'arrivée de notre nouveau directeur général, Bruno Angle, on a un grand plan de transformation de l'entreprise qui s'est lancé, qui se traduit notamment par un plan d'investissement et de renouvellement de nos SI à hauteur de 600 millions d'euros. C'est beaucoup, et c'est aussi à la hauteur des enjeux qui vont notamment qui se posent déjà aujourd'hui et qui continuent à se poser sur l'expérience client à tous les étages. Et donc je dirais vraiment le gros l'éléphant dans le corridor, le gros sujet chez nous finalement, c'est ce plan de transformation ici. Et après, comment il va finalement s'implémenter un petit peu, je vais dire, autour de deux dans ces sujets d'expansion, autour de deux thématiques. La première, c'est on parle d'expérience client, mais moi j'aime bien associer les deux et parler d'expérience client et d'expérience collaborateur, et donc c'est ce qu'on appelle, vous connaissez certainement, la symétrie des attentions. Et donc comment finalement on va outiller les uns et les autres et leur proposer les meilleures expériences possibles. Mais si vous proposez une super expérience complètement fluide, totalement géniale, incroyable à vos clients, et que les gens qui répondent au téléphone ont 15 outils différents pour trouver la réponse à leurs questions, ça le fait pas. Et donc il faut bien entendu travailler les deux. Donc symétrie des attentions, l'expérience client, mais pas au détriment de l'expérience des collaborateurs. Et puis les collaborateurs parlent d'AG2R La Mondiale, donc c'est aussi important de les embarquer. Le deuxième sujet, c'est autour de de la satisfaction client, c'est-à-dire comment on mesure tout ça. C'est ça. C'est là où tu voulais m'amener tout de suite, mais bon, il fallait peut-être un peu de temps avant, mais en effet, disons qu'on a du travail. On a lancé un plan de mesure et d'amélioration du NPS c'est quand même assez compliqué parce que ça va chercher vraiment toutes les composantes dans l'entreprise, des choses qui vont être visibles des clients, des choses qui ne seront pas directement mais qui vont avoir un impact. Et puis, alors le challenge dont moi je m'occupe tout particulièrement avec mon équipe, c'est celui de la culturation, qui est pas un mince sujet, parce que aller expliquer à des commerciaux ou à des gens de nos centres de relations téléphoniques il faut améliorer les choses, ils pourraient vite faire le raccourci que c'est parce qu'ils font mal leur travail. Ce qui est pas le cas. Ils sont impliqués, ils sont engagés. Toutes nos interfaces clients ont un souci profond du client, sinon ils seraient pas là, et sinon on serait quand même pas là. Pour autant, comment expliquer aux équipes qu'on doit améliorer la satisfaction client et qu'on a des leviers pour ça et qu'ils en font partie. Je pense que c'est une part aussi tout aussi importante, et en tout cas que je regarde tout particulièrement, et dans laquelle notamment il va falloir qu'on
on s'attache à montrer que tout ça, ça délivre des quick wins. C'est-à-dire que voilà, c'est ce que on parle pas d'amour sans preuve d'amour, et donc finalement les quick wins, c'est un petit peu les preuves que la démarche NPS fonctionne dans les collaborateurs pour leur redonner de l'énergie. On pourrait faire autant d'interventions, de conférences, d'intervenants inspirants qu'on veut, qui expliquent comment ça a marché à l'extérieur chez des confrères ou dans d'autres industries. En fait, la preuve est, à mes yeux, le meilleur moteur d'appropriation par les équipes pour petit à petit monter les différentes marches vers nos objectifs. Mais ça va prendre, on sait que ça va prendre du temps, donc cette démarche de quick win aussi et d'appropriation progressive par les équipes pour les motiver va être très importante. Fonctionner un peu à la petite victoire en fait à chaque fois. Absolument, les petites victoires. Ouais. Chez Aesio, donc vous utilisez le NPS aussi. Vous avez probablement une vision peut-être un peu complémentaire sur cet indicateur de mesure, et peut-être que vous avez aussi d'autres indicateurs dont on n'a pas parlé là et que tu voulais partager un peu avec l'ensemble de l'audience. Oui, exactement. Donc nous, bien entendu aussi, on utilise le NPS. Le NPS, ça nous permet de nous benchmarker par rapport à la concurrence. Donc c'est vraiment très très important pour nous. Mais en même temps, le NPS ne fait pas tout. Donc effectivement, au sein du département, on voit du client. Ils ont mis en place toute une série d'indicateurs pour mesurer la satisfaction client. Alors on a plusieurs types d'indicateurs. On a des indicateurs à froid. Par exemple, tout ce qui va mesurer le baromètre de satisfaction client, qui sont des enquêtes annuelles auprès d'environ 2000 clients. Donc ça va nous donner une idée de la satisfaction client à un instant T. Et on va bien entendu avoir des objectifs de progresser sur cet indicateur. Vous m'entendez encore ? Oui. Et ensuite, on a aussi mis en place tout ce qui est indicateur de mesure à chaud, post-parcours. Donc aujourd'hui, on les a mis en place sur 3 parcours. Donc on a un premier indicateur sur le parcours de souscription, un indicateur post-modification de contrat et un dernier indicateur sur tout ce qui est remboursement de prestations. Donc ça nous permet vraiment d'avoir des retours beaucoup plus réguliers et d'avoir une progression dans le temps qui est plus facile à mesurer par rapport aux indicateurs vraiment à froid. Et puis on a aussi bien entendu la e-réputation qu'on suit sur différents collecteurs d'avis clients et qui nous permet aussi de voir au-delà de ce qu'on peut avoir dans les baromètres de satisfaction, énormément de verbatim et vraiment quelque chose de très qualitatif. Alors, une question qui n'était pas prévue, donc attention, petite sortie de route. Mais on était prévenu. Ouais. Mais pour faire un lien un peu avec pas la table ronde, mais la prise de parole précédente sur la data, justement, à vous écouter, et au vu de la capacité aussi de poser des questions à vos clients à différents moments de votre relation d'affaires, finalement, comment on organise la collecte d'autant de données et comment ensuite on l'organise pour pouvoir en extraire une matière où je vais pouvoir, alors là en plus c'est un peu le directeur marketing qui parle, hein, mais où je vais pouvoir en apprendre quelque chose pour pouvoir mettre en place des actions soit correctives, soit innovantes, soit peu importe, des actions. Moi je peux y aller, un pro, parce que la question n'était pas prévue, mais c'est un sujet, effectivement un sujet de fond, un sujet important. Déjà, je vous ai parlé de notre plan d'investissement. Il y a une partie non négligeable de ces investissements qui sont évidemment dédiés à moderniser aussi nos socles de collecte et d'utilisation de la donnée. Après, c'est toujours un peu paradoxal parce que les assureurs sont par essence des acteurs de la donnée. Par construction, et depuis que l'assurance existe, finalement, on collecte des données, on fait des prévisions et on va réaliser des produits d'assurance et des primes qui correspondent au calcul de risque qu'on a fait. Donc on se nourrit de la donnée. Cependant, c'est ce que je pense, c'est le sens de ta question, on a vu avec le développement des usages digitaux une explosion de la quantité de données disponibles. Et donc, en tout cas, chez AG2R Mondial, on y travaille fort. Et on est encore, je le dirais, en ramp-up sur le sujet pour... c'est aussi des compétences qu'on n'avait pas forcément, des compétences
de ce qu'on appelle les métiers de la donnée, voilà, avec tous les data XX qu'on va recruter, qu'on va faire grandir aussi, qui doivent apprendre notre métier. Bah c'est un petit ticket d'entrée aussi de comprendre ce qui se passe dans une maison d'assurance. Donc comment la rencontre de ces deux mondes-là se fait. Donc pour résumer, oui c'est un enjeu, oui c'est capturé, et oui c'est compliqué, et c'est en cours. Alors chez Aesio, ça va être un petit peu aussi la même réponse. On a un très grand chantier qui est mené par la direction des systèmes d'information et de la data, un chantier de collecte de données bien sûr, mais aussi d'avoir un data lake pour stocker toutes ces données et ensuite se doter d'outils de visualisation pour pouvoir ensuite voilà, tirer profit de cette donnée et pouvoir générer des dashboards qui vont nous permettre d'étudier ce qui se passe à tous les moments des parcours clients. Du coup, je vais tenter une autre transition avec la question suivante, parce que finalement, à G2R La Mondiale ou à Aesio, vous êtes des organisations qui existaient depuis un certain nombre d'années. Et malgré tout, vous arrivez quand même bien à vous digitaliser, collecter de la donnée, l'organiser, en extraire de l'information. Est-ce que ce serait pas un peu ça votre force vis-à-vis des digital natives que sont les insurtech? C'est trop capillotracté. Hein. Non. Alors moi, je peux peut-être juste commencer. Donc les insurtech aujourd'hui, effectivement, ils partent d'une feuille blanche. Donc ils vont aller plus vite que nous. Ils ont des parcours digitaux qui nous font au départ un petit peu rêver parce qu'effectivement, ils n'ont pas tout ce legacy à tirer derrière eux. Aesio Mutuelle, en plus, c'est la fusion de plusieurs mutuelles. Donc ça veut dire aussi des SI différents. Donc au-delà du legacy, on a en plus des SI à rationaliser. Donc c'est sûr qu'on n'est pas aussi rapide qu'un insurtech, mais à côté de ça, on a effectivement un historique, une expérience, une expertise, et on s'est déjà cassé les dents sur certaines choses par rapport à certains insurtech qui arrivent tout feu tout flamme et puis qui pensent pouvoir tout révolutionner et qui au final peut-être ont au bout de quelques années quelques difficultés. Ouais, alors nous la mondiale 1905. La première émanation, enfin voilà, la maison historique du groupe. À G2R, c'était un petit peu plus tard, après-guerre. Donc en effet, on est plus tout jeune. Non, après, moi peut-être, je pense que au-delà des sujets, il y a deux types moi je vois deux types d'insurtech, deux types de startups, celles qui vont pouvoir nous aider, celles qui sont outillantes et qui vont finalement nous accompagner dans notre transformation, et puis celles qui ont envie de monter contre. Et j'ai aucun problème avec aucune d'entre elles, simplement il y en a une avec qui je vais pouvoir travailler plus facilement et l'autre moins. L'expérience récente, alors il y avait encore un papier sur Luco dans l'Argus hier ou ce matin, je sais plus. Et je dis ça sans ironie, sans acrimonie, sans rien du tout. Juste un constat froid, c'est que il suffit pas juste de faire une app et un SI bien foutu pour réussir une compagnie d'assurance. Il faut aussi du temps. Il faut aussi durer. En fait, une assurance, ce sont des maisons qui durent. Moi, je souhaite j'aurais souhaité que Luco dure. Je souhaite qu'Alan dure. S'il y a des gens d'Alan dans la salle, j'ai aucun problème avec ça. Simplement, le paramètre de dire j'arrive et je vais tout casser, il n'est pas si évident que ça. Il est facile à exprimer quand on arrive. Eh ben, la difficulté, surtout dans nos métiers, encore une fois, moi je connais d'autres industries qui sont peut-être un peu plus rapides, ou du moins les temps de séquence sont plus courts. Ici, on est sur des temps de séquence assez longs dans nos métiers, et donc c'est vachement dur c'est fondamental de durer et c'est difficile. Peut-être après, c'est on collabore avec des startups, j'ai dit celles que j'appelle outillantes. Je sais qu'il y en a au moins une dans la salle, je les ai aperçues. Et en tout cas, je voulais en parler de deux sociétés avec qui on collabore particulièrement sur ces sujets autour de l'expérience client. La première, c'est MySophie, et la deuxième, c'est Fast. Alors, nous sommes à la fois investisseurs et clients dans cet ordre-là de ces deux sociétés, et l'une comme l'autre finalement vont accélérer
la modernisation de nos infrastructures, hein, le fameux plan de 600 millions, et les deux en particulier se complètent assez bien dans les parcours clients, dans l'utilisation du digital. Avec MySophie, on a lancé en avril dernier notre application mobile. Alors une nouvelle application mobile, on en avait une depuis quelques années, mais qui arrivait en obsolescence, et donc on a utilisé la solution de MySophie en marque blanche pour fabriquer Côté Santé. Côté Santé aujourd'hui, en 7 mois, on est en train de franchir le cap des 100 000 téléchargements. C'est peut-être déjà fait hier ou demain, on verra en fin de semaine avec les relevés de compteurs. Et on a 80% de taux d'utilisation. On voit bien que ça répondait à une demande forte de nos clients. Et encore, on sait qu'on peut faire mieux. Et on a lancé une première version, mais on prépare aussi des améliorations. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça répondait à une urgence et à une attente de nos clients. On n'a même plus besoin de communiquer, ça y est, c'est organique, ça télécharge tout seul. Alors ça, c'est sympa, on n'a même plus besoin de marketing, tu vois, c'est cool. Voilà. Peut-être je suis trop long. Je voulais parler un peu de Fast aussi, mais c'est peut-être le moment de repasser la balle. Dis-moi, c'est toi le maître de cérémonie. On a le temps que tu parles de Fast aussi. Ouais, ok. Alors Fast, c'est beaucoup moins. Je sais pas si Xavier ou Yasser sont là, mais c'est beaucoup moins sexy que MySophie dans le sens où vous allez moins voir les interfaces. Mais en revanche, c'est beaucoup plus profond. Pardon, Philippe et Émeric, mais en tout cas, c'est tout aussi profond dans d'autres dimensions. Je vais me faire engueuler après par mes participations. Pourquoi Parce que Fast, en fait, ils vont accélérer notre omnicanalité. Ils ont imaginé, partant de la dématérialisation de la souscription des CCN Prev, ceux qui savent, ils sont partis de ce petit use case-là, et aujourd'hui, en fait, ils sont en omnicanal et en multiproduit, et donc ils aident leurs clients à dématérialiser et à créer des parcours omnicanaux sur tous leurs produits. Ce qui est quand même plutôt sympa et qui clairement correspond aux attentes et aux besoins du marché aujourd'hui. Et alors, je dirais l'un comme l'autre, on peut faire une application mobile, voilà, c'est que du code, hein, c'est que des écrans. On peut faire un outil d'aide à la vente, d'ailleurs les assureurs en fabriquent depuis 50 ans, donc normalement ils arrivent. Donc ce que nous apportent en fait ces sociétés, c'est de la rapidité, c'est de la créativité, de l'inventivité. En fait, ils vont très vite et ils sont évidemment toujours à la pointe des innovations, et donc en fait ils nous tirent vers le haut sur leurs sujets qui sont pas strictement nos domaines d'expertise, et nous on en prend le meilleur pour l'intégrer dans notre ADN d'entreprise, dans nos parcours, dans ce qu'on a envie de raconter à nos clients. Donc je pense que c'est vraiment ce blend là qu'on va rechercher avec eux. Ils ont de la créativité, ils ont de la rapidité, et puis nous on a nos clients qui ont des attentes, et on réunit tout ça dans le discours, pour le coup marketing aussi, hein, qu'on veut tenir à nos clients. Ça se valorise effectivement. Ouais. Très clairement. On avait reparlé, alors là je fais appel à plein à ta profession, à ta responsabilité chez Aesio. Ce monde digital, certes, permet de pouvoir aller vite et répondre à un certain nombre d'attentes de nos clients, mais est-ce qu'il y a encore une forme de place de l'humain au milieu de tout ça? Comment tu envisages les choses? Oui, exactement. Pour rebondir aussi sur ce que disait Laurent tout à l'heure, effectivement, ces InsurTech, elles vont travailler sur des parcours digitaux, mais le digital ne fait pas tout. Avoir une belle app, avoir un beau parcours digital, c'est super, mais ce qui est important aussi, c'est de valoriser l'humain et de permettre à nos adhérents et à nos prospects de pouvoir avoir un interlocuteur qui va pouvoir les conseiller, qui va pouvoir leur répondre s'ils ont une question. Donc c'est très important de travailler sur du parcours hybride et non pas uniquement se baser sur la technologie pour répondre aux besoins des clients. L'humain est très important, même encore plus important aujourd'hui qu'il y a une dizaine d'années, où on misait sur des parcours vraiment tout digitaux. Lorsqu'un client, un prospect rentrait dans un parcours, il fallait surtout pas le faire sortir de son tunnel. Aujourd'hui, on est plutôt dans une dynamique où on veut un parcours omnicanal, et justement, le client, il va vraiment choisir le canal de son choix. Il a le droit de choisir à tout moment de son parcours de changer de canal, d'aller en agence, de nous appeler, de se poser des questions, d'utiliser le chat, le web callback, n'importe quel autre canal. Voilà, c'est vraiment au choix du client de choisir vraiment ce parcours exactement
avec ce dont il a besoin au moment où il en a besoin. Donc très important pour nous aujourd'hui de travailler sur des parcours hybrides et de remettre l'humain dans la relation, que ce soit sur la souscription d'ailleurs ou sur la gestion de contrat. Ouais. Alors, alors je souscris totalement à ce que tu viens de dire, Stéphanie. C'est évidemment nos produits, nos métiers requièrent de la réassurance, voilà, des échanges avec un humain. C'est important de pouvoir l'avoir au bon moment. Ce que je voulais juste ajouter, c'est que ce qu'on observe aussi, c'est que les startups font le chemin inverse. C'est-à-dire que finalement, nous, on se digitalise, on part finalement d'un paradigme initial qui était tout humain, si on peut dire, et puis on ajoute des canaux digitaux, on crée l'omnicanalité dont on a parlé. Mais si il y a quelques années, les startups se lançaient en full digital, eh bien aujourd'hui, quand elles veulent aller chercher le client, elles intègrent aussi une dimension humaine. Je donne un autre exemple des sociétés de notre portefeuille. Dans le domaine de l'épargne, cette fois-ci, on est investisseur dans deux courtiers qui s'appellent Goodvest et Ramify. Peut-être vous les connaissez. Donc en tout cas, c'est une petite pousse très prometteuse, mais l'un comme l'autre, aujourd'hui, ils n'ont pas que du digital, ils n'ont pas qu'une interface web, ils n'ont pas qu'une app, ils ont aussi des gens, parfois eux-mêmes, c'est parfois les fondateurs, les gens, mais qui répondent au téléphone et qui assurent et réassurent leurs clients dans leurs choix, dans leurs décisions. Enfin, là on parle d'épargne, donc c'est engageant à la fois en quantité et en temps. Et donc quand on doit décider d'investir selon ses moyens, de façon non négligeable dans de l'épargne, eh bien ça se fait pas juste avec un clic. Il y a parfois besoin de l'humain. Donc voilà, peut-être on se rapproche du même point qui va, pour reprendre Stéphanie ce que tu disais, hybrider finalement la relation. Donc, finalement, une partie de la réponse dans le parcours idéal pour une excellence en termes d'expérience client, c'est effectivement d'avoir un parcours omnicanal qui peut être complètement orchestrable et qui permettra de pouvoir passer du physique au digital, de l'humain à l'IA et ainsi de suite, jusqu'à obtenir la réponse évidemment qu'on cherche. Tu voulais ajouter Non. Ok, tout va bien. Moi, peut-être un dernier truc. En fait, je trouve que le bon exemple dans notre vie de consommateur, en tout cas, même si j'en fais pas un copier-coller, mais qui m'inspire, c'est Amazon. Alors bon, Amazon, Grand Satan, tout ça, mettons de côté. Juste pensez à la relation que vous pouvez avoir avec Amazon en cas de problème. Et en tout cas, moi, j'ai pu l'expérimenter. C'est pas si évident d'avoir quelqu'un au téléphone, mais quand vous l'avez, punaise, c'est efficace, quoi. Alors là, le chargé de clientèle d'Amazon, je pense qu'il a plus de données sur moi que plein de gens, et il sait parfaitement mon profil, ma géographie, ma fréquence d'achat, la confiance que Amazon peut avoir en moi en tant que client, et il est prêt à me renvoyer en me faisant confiance un produit à 1000 balles. Il est prêt à me le renvoyer sans me demander que je repaye à nouveau 1000 euros, mais en disant écoute, tu prends ça, tu le retournes, tu le remets dans le... Et puis mais au téléphone. Voilà. On a d'abord une expérience digitale et puis c'est un peu le dernier recours. Mais c'est un dernier recours qui est vraiment très très bon. Et moi, ça m'inspire pour nos réflexions de dire si on doit avoir quelqu'un au téléphone, il doit être très très bon. Donc il doit être très très bien outillé aussi. Clairement, lui est capable de donner et d'offrir une réponse très rapidement aussi, et satisfaisante dans la mesure du possible. On va arriver sur la deuxième partie de cette, deuxième partie du titre, mais rassurez-vous, il ne reste que 10 minutes, ça passe vite. On voulait aussi parler un peu des fraudes, et dans le monde de l'assurance, et alors plus spécifiquement plus dans le monde de la mutuelle, les questions que je me posais, c'était quelles sont finalement un peu les fraudes les plus courantes que vous rencontrez, les plus craintes entre guillemets, et probablement aussi les solutions que vous avez mis en face pour tenter de les contrer. Alors je vais prendre la parole. Donc pour nous à Aesio Mutuel, les fraudes on va les constater souvent au moment des remboursements des prestations. Donc ce qui va être important pour nous, c'est de s'assurer qu'on rembourse bien un soin qui a effectivement eu lieu. Donc dans les fraudes les plus fréquentes, ça va être des fausses factures, par exemple. Donc des soins qu'on rembourse mais qui n'ont jamais eu lieu.
Ça peut être une collusion entre un professionnel de santé et un adhérent. Voilà, je vous fais passer ça et en fait, vous en avez pas vraiment besoin, vous n'avez pas tout consommé, mais on va dire que vous avez tout consommé. On a aussi des questions d'assurés qui n'existent pas. Ça va être de l'usurpation d'identité ou des identités synthétiques. Donc là, c'est un peu plus difficile à détecter, mais on se fait accompagner. Il y a des solutions sur le marché qui existent pour nous aider à détecter ces fraudes. Donc ça va être vraiment sur la partie prestation. Et on peut avoir aussi des fraudes à la souscription, bien sûr. Donc là, nous, on doit s'assurer avant d'entrer en affaire avec un client. Voilà, c'est bon. Avant d'entrer en affaire avec un client, que ce soit pas une personne politiquement exposée, qu'il n'y a pas un gel de ses avoirs. Donc, on va essayer on pose bien entendu des questions au moment de la souscription, et puis on a aussi accès derrière à des fichiers qui nous permettent de nous assurer que on a bien le droit d'entrer en affaire avec ce client. Merci. Toi, Laurent, je crois que tu avais... Alors, ouais, j'allais dire, on exerce des métiers similaires, donc ma réponse va pas être forcément très très différente. Peut-être ajouter de compléments. Le premier, c'est que la fraude, c'est un peu le jeu du gendarme et du voleur. Donc voilà, on va mettre un dispositif, une nouvelle fraude, etc. Donc c'est un jeu permanent, enfin un jeu, c'est pas un jeu sérieux, mais en tout cas, il y a finalement une course permanente et du coup aussi à l'innovation et à la recherche de solutions pour aller contrer les nouvelles attaques contre les nouvelles tentatives de fraude. Ça c'est le premier point. Et le deuxième, c'est que peut-être pour ajouter, insister sur ce que tu viens de dire et finalement le corréler avec la première partie de cette intervention, c'est que l'entrée en relation donc se fait de plus en plus souvent, de plus en plus de manière digitale. Et comment s'assurer, enfin c'est le KYC derrière tout ça, mais comment on s'assure de la réalité de la personne qu'on a virtuellement en face de nous et non plus en face à face. Avant, on avait un conseiller, voilà, Thomas, je suis en face de toi, je vois que c'est Thomas, je vois il n'a pas de masque, il n'a pas trafiqué sa photo, il a peut-être une fausse barbe, je ne sais pas, mais je peux tenter de tirer dessus. En tout cas, je vais pouvoir m'assurer très facilement de son identité. Je vais photocopier dans le temps sa carte d'identité. Je lui demandais un relevé, mais bon, globalement, il venait d'arriver en voiture. Je me doute qu'il habite pas très très loin de l'agence. Et donc, voilà, vous voyez la différence, et vous voyez où je veux en venir. Aujourd'hui, vous avez des gens derrière un écran, derrière une application. Comment s'assurer que cette personne est bien cette personne et pas quelqu'un d'autre qui va tenter de passer la photo de quelqu'un, qui va tenter de trafiquer un reel, qui va tenter de trafiquer tout ce que vous pouvez imaginer, name it, mais voilà. Et donc, les enjeux de contrôle sur l'entrée en relation deviennent et vont devenir au fur et à mesure de l'évolution de la digitalisation de plus en plus importants. Et c'est peut-être juste là-dessus je voulais insister, Stéphanie, c'est que c'est vraiment sur cette problématique que ça ne va que s'accélérer et les tentatives de fraude, c'est aussi la même chose. Merci pour ces réponses. Je me rends compte que en début d'atelier, je me suis absolument pas présenté via Link. Donc, du coup, je vais profiter des 2-3 minutes qui restent. D'autant qu'on a un stand si jamais vous voulez poursuivre la conversation dans l'aile qui est de ce côté-là. Mais via Link, on est un éditeur de logiciels français. On se définirait plutôt comme une RegTech, donc on va jouer sur les réglementations, notamment celle du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme. En soi, on propose des technologies qu'on met à disposition évidemment de nos clients qui permettent de pouvoir orchestrer des parcours clients digitaux qui vont de la collecte des documents nécessaires pour créer le dossier, leur vérification, évidemment, la vérification d'identité, et ça par de multiples possibilités, jusqu'à la signature électronique des contrats, tout ça étant totalement orchestrable en APIisation et donc vous prenez tout ou partie de ce dont vous avez besoin en réalité et vous les positionnez dans vos parcours où vous le souhaitez. Et vos parcours bien au pluriel évidemment, parce que on va jouer vraiment véritablement sur l'orchestrabilité et on ne proposera pas nécessairement les mêmes solutions en fonction des risques que comportent les parcours.
c'est un peu du charabia peut-être ce que je viens de dire, c'est totalement improvisé. Donc si vous souhaitez en parler un peu plus, on peut le faire. Mais en tout cas, merci beaucoup Stéphanie et Laurent de vous être prêtés au jeu de cet atelier. Merci à toi Thomas. Merci. Et un réel plaisir d'avoir animé avec vous. Merci à vous. Merci beaucoup.